Vendredi 21 juillet, je vous souhaite la bienvenue pour cet autre épisode de F1 Podcast. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Au menu aujourd'hui, je vous parle de Daniel Ricciardo. C'est pas une surprise, son nom a été sur tous les lèvres cette semaine. Je vous parle aussi de plafond budgétaire. Est-ce qu'il y aurait la possibilité que 3 équipes auraient pu dépasser le budget alloué pour la saison 2022? On fait un retour sur les 2 séances d'essais libres d'aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous débutons avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Eh bien, la nouvelle a tombé mardi. C'est ce qu'on attendait depuis déjà un certain temps. Mardi, c'était la journée où se déroulaient les essais de Pirelli. Sûrement les essais les plus attendus depuis longtemps en Formule 1 parce que ces essais-là marquaient le retour de Daniel Ricciardo au volant d'une Formule 1 et pour la première fois au volant d'une RB19. Eh bien, selon les dires de Christian Horner, ça lui a pris que seulement 11 tours pour compléter la décision et forcer le docteur Helmut Marko à prendre le téléphone et à remercier Nick De Vries de ses fonctions de pilote pour l'écurie AlphaTauri. Donc, c'est donc Daniel Ricciardo, effectif à partir du Grand Prix de Hongrie, qui va prendre la place du Néerlandais De Vries. Le Néerlandais qui n'avait pas eu des très bons résultats depuis le début de la saison en Formule 1. On sait qu'il y avait eu un petit passage avec Williams, donc une course la saison précédente, il l'avait bien fait. On s'attendait à beaucoup de lui. C'est un ancien champion de Formule 2, aussi un champion de Formule électrique. Moi, je peux vous dire là, tout de suite, sans aucun doute, on n'est pas rendu à la pause d'été de la mi-saison en Formule 1 et ma déception de la saison, c'est Nick De Vries et je pense pas qu'il va perdre ce titre-là d'ici la fin de la saison. Pensez pas, là, s'il y en a qui ont en tête de dire « Ouais, mais Sergio Perez est assez décevant aujourd'hui. » Oui, Perez a peut-être une saison décevante jusqu'à maintenant, mais il n'est pas ma plus grande déception parce que je n'avais pas autant d'espoir fondé en Sergio Perez que j'en avais en Nick De Vries. Le début de la saison, j'avais marqué Nick De Vries comme étant sûrement le pilote qui se démarquerait le plus parmi les recrues, même si j'avais beaucoup de respect pour Oscar Piastri. Je pensais que ça serait vraiment Nick De Vries qui réussirait avec son expérience et l'âge qu'il a. Là. Je sais, je le rappelle souvent, mais Nick De Vries, c'est pas un gars de 21 ans ou un gars de 18 ans qu'on a placé derrière le volant d'une Formule 1. C'est un gars de 28 ans au moment où il a pris le départ cette saison. Donc, c'est pas une recrue. C'est un jeune, un vétéran recrue, si on peut utiliser ce terme-là. Donc, je m'attendais à beaucoup en lui. Même si je ne l'avais pas placé dans mon top 10 des pilotes, j'avais pas fait cette erreur-là en début de saison de dire que Nick De Vries figurait parmi mes 10 meilleurs, mais il était quand même haut dans mon classement. Il était devant d'autres pilotes qui vont rester en Formule 1, qui vont continuer de pouvoir terminer la saison et qui vont sûrement être là la saison prochaine. Et Nick De Vries n'y sera plus. Puis je pense qu'il n'y sera plus pour un certain temps. C'est sûr que Mercedes a peut-être tenté de vouloir le reprendre, de quand même gagner sous la bannière allemande en Formule électrique. Toto Wolff aussi l'avait pris sous son aile. Donc, ça va être à voir si jamais Mick Schumacher réussit à se trouver un volant pour la saison 2024. Si c'est pas Nick De Vries qui va retourner comme pilote numéro 3. Mais une chose est certaine, c'est que c'est bien terminé pour lui avec l'écurie et la famille Red Bull. Donc, pour Daniel Ricciardo, lui, c'est un retour. Donc, le Honey Badger, numéro 3, reprend une place où il a déjà été, fut un certain temps, dans l'écurie italienne, la famille, la sœur de la Red Bull, qui dans le temps s'appelait Toro Rosso. Et bien maintenant, c'est un retour pour lui, mais ça va être une première fois sur la bannière AlphaTauri, aux côtés de Yuki Tsunoda. Ça va être un duo assez intéressant, assez drôle. Là. Je peux dire que Netflix vient de gagner un épisode tout seul. Là. Avec ces deux gars-là, là, c'est certains sont capables de faire la production. On dit, on libère une place, on a un épisode juste avec Yuki Tsunoda puis Daniel Ricciardo. Je vois déjà ça pour la prochaine saison de Drive to Survive. Ça va être intéressant à voir ces deux personnages sympathiques. Vraiment, ils ont vraiment des personnalités bien à eux. Donc, ça risque d'être assez comique à voir ce duo-là d'ici la fin de la saison pour 12 courses. Eh bien, Christian Horner l'a mentionné, puis j'ai trouvé ça intéressant. Je vous dis souvent, les commentaires de Christian Horner puis Helmut Marko sont toujours très croustillants. Parce que c'est des gars qui ne se cachent pas nécessairement. Oui, on va jouer certaines games, si on peut dire, mais souvent, on va aller s'approcher beaucoup de la réalité. Helmut Marko avait mentionné qu'il y avait une possibilité de placer un pilote comme Daniel Ricciardo pour finir la saison chez AlphaTauri, c'est arrivé. Il a mentionné qu'il y avait une possibilité de changer le nom AlphaTauri, c'est arrivé. Il a aussi mentionné que ça devrait pas être Toro Rosso, le nom qui revient. On a confirmé cette semaine, ça ne sera pas Toro Rosso qui va revenir. Donc, les commentaires qu'il dit, c'est toujours très à point. Des fois, ça peut sembler tiré par les cheveux de dire, ah, c'est-tu vraiment ça? Puis, une couple de mois plus tard, les cases se mettent au bon endroit, puis finalement, ça devient réalité. Donc là, lui, il avait mentionné un possible retour de Ricciardo. Puis Christian Horner, cette semaine, est allé dire, ça va donner 12 courses, aussi bien donner 12 courses à Daniel pour pouvoir l'évaluer. L'évaluer de quoi?
Il n'y a pas d'autre. L'évaluer à rester chez AlphaTauri la saison prochaine. On a déjà parlé qu'on voulait laisser cette place-là à des jeunes. Donc, c'est vraiment plus comme un gars comme Lawson qui va venir peut-être prendre cette place-là la saison prochaine. Donc, on lui dit vraiment, on lui laisse 12 courses pour l'évaluer. Donc, l'évaluer à un possible remplacement à Sergio Perez, c'est l'interprétation que bien des gens vont en faire. Donc, ça va être intéressant de suivre parce qu'il c'est vraiment pas n'importe qui aussi. Il va s'attaquer à Yuki Tsunoda, qui est un pilote quand même assez rapide. C'est sûr qu'il va vouloir montrer des dents, il comprend le message de dire, wow, Daniel revient, il est pas là pour être mon ami, il est là pour prendre ma place dans l'échiquier d'être le prochain à monter chez Red Bull. Donc, il veut pas concéder cette place-là. Yuki Tsunoda, il va vouloir montrer des dents, montrer qu'il est capable de compétitionner contre lui. Donc, ça va être intéressant d'ici la fin de la saison pour voir le retour du Honey Badger en Formule 1. Il va quand même conduire la voiture la plus lente présentement de la grille. Donc, faut pas s'attendre à ce qu'il puisse tout casser puis gagner. Mais ce qu'on a entendu, c'est que dans ses essais libres, ça lui a pris environ 11 tours pour convaincre les dirigeants de le signer. Mais il y a aussi signé, ça lui aurait valu la 2e position pour le Grand Prix d'Angleterre. Donc avec la Red Bull, on sait que c'est une voiture rapide, la RB19, il a réussi à faire un temps qui l'aurait positionné en 2e place sur la grille. Donc, c'est ce qu'on s'attend que Sergio Perez devrait faire avec la Red Bull comme coéquipier de Verstappen. Donc, de voir Ricardo pas conduire depuis un certain temps, pas avoir sauté dans une Red Bull depuis plusieurs saisons, embarquer dans la voiture et être capable de réaliser un temps de la sorte. Donc, c'est sûr que ça l'a fait écarquiller des yeux dans la famille Red Bull. Le deuxième dossier, ça a été le plafond salarial, pas salarial, excusez-moi, le plafond budgétaire qui est revenu de l'avant dans la Formule 1. On sait que c'est la période de l'année où on commence à compléter la comptabilisation des dépenses pour la saison précédente. Donc, c'est un peu mal fait, là. Ça veut dire qu'on a vécu ce drame-là la saison dernière. C'était la première fois qu'il y avait eu un plafond d'instauré pour la saison 2021. Donc, en cours de la saison 2022, les chiffres sont sortis au grand public et là, on est capable de voir qui a dépassé. Et là, on approche ce stade-là. Il y a des rumeurs qui ont commencé à couler comme quoi 3 équipes auraient pu dépasser ce fameux plafond budgétaire-là. On n'a pas nécessairement d'idée qui pourrait l'avoir dépassé, même si on a eu il y a des petits indices, les gens se pointent du doigt, quoi que ce soit, on peut interpréter ça de plein de façons, dire Williams veulent mettre des rénovations sur leur soufflerie, on fait des gros investissements, est-ce que c'est eux autres qui auraient un peu dépassé le budget à ce moment-là? On a Alpine qui se retrouve dans la même situation, on a Mercedes qui ont changé complètement l'orientation du développement de la voiture, donc certains peuvent avancer, dire je pense que c'est Mercedes. Il y a aussi, on pointe un peu aussi du doigt les plus grandes écuries, parce que la FIA, on a mentionné qu'on aurait à l'œil les écuries qui peuvent prendre une porte de sortie. Donc, des grands manufacturiers comme, justement, Mercedes, Ferrari, Aston Martin, des gens qui ont une grosse boîte de développement automobile à l'extérieur de la Formule 1. Donc, c'est facile pour eux d'aller cacher des dépenses, camoufler ces dépenses-là ou du personnel qui pourrait travailler sur les monoplaces et travailler au développement des voitures en étant rémunéré, en étant sur les banques de paye du manufacturier plutôt que la division F1. Donc ça, la Formule 1, quand ça à l'œil, la FIA, on regarde ça pour être sûr que ça ne se produise pas. Donc, est-ce que c'est en faisant ces recherches-là qu'on a réussi à déceler des anomalies chez Ferrari, chez Mercedes, chez Red Bull? Est-ce qu'on passait des dépenses à travers nos compagnies de boissons énergisantes? Donc, c'est tout ce petit lot-là qu'on veut essayer d'ouvrir. C'est super complexe. On s'est embarqué dans quelque chose, là, il y a quelques années, quand on a dit, on va mettre des plafonds, puis on va vraiment espionner les dépenses de chaque équipe, là. On s'est embarqué dans un méchant fouillis, là, chez la FIA, parce que c'est pas évident, c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de dérangement, beaucoup de personnel que ça prend. J'ai comme le doute qu'on est vraiment équipé pour faire ça, vraiment de rendre justice à ces règlements-là le mieux possible. Donc, ça va être de voir, là, c'est le temps que tout ça se mette en place un peu. On est juste à la 2e saison où ce que vraiment ça a été comptabilisé. Donc, ça va sortir bientôt, là. Ça reste à voir, un dossier à suivre dans les prochaines semaines. Quelles écuries ont dépassé? Quand j'ai mentionné Williams puis Alpine pour les nouvelles usines, c'est que ces 2 écuries-là, on demande un allègement. Je peux comprendre l'allègement qu'on demande, c'est qu'on aimerait apporter des modifications à nos usines, les améliorations autant en soufflerie, autant qu'en technologie. Sauf que là, maintenant, c'est comptabilisé. Il faut que tu fasses attention, ça peut être comptabilisé comme une dépense sur ton écurie de Formule 1 et comptabilisé à la fin de l'année sur ton budget. Donc, à ce moment-là, on demande un allègement à la FIA pour dire, hey, nous, on veut faire des investissements. Fait que ceux qui les ont fait un peu avant que le budget se mette en place, comme Aston Martin, on avait déjà octroyé les contrats pour les développements puis tout ça, et comme Mercedes ou tous ces écuries-là, ben, on est un peu privilégiés parce qu'on a fait ça avant que les plafonds budgétaires,
moi, soit mis en place. Donc là, Williams et Alpine qui veulent emboîter le pas, ils suivent la parade avec des installations à la fine pointe de la technologie comme leurs compétiteurs. Ben, à ce moment-là, on est un peu désavantagé parce qu'on voudrait le comptabiliser dans le plafond budgétaire. Donc, c'est ce qu'on demande comme allègement à la FIA pour voir si on peut faire de quoi de mieux dans ce dossier-là. Parlant de Formule 1, de FIA, eh bien, il y a Stefano Domenicali qui, lui, s'est exprimé, pardonnez-moi, s'est exprimé sur la nouvelle écurie qu'on voudrait installer, là, placer peut-être une 11e ou une 2e écurie. Mais lui, il est allé de l'avant, puis il a soutenu les équipes qui, Toto Wolff, qui étaient en avant des autres écuries pour mentionner que ils sont pas intéressés à avoir une 11e équipe, à diviser la tarte de profit avec une 11e ou une 12e écurie. Eh bien, Stefano Domenicali, lui, est allé dans le même pas en disant, ben là, si on est pour accepter une 11e ou une 12e équipe, mettre quelqu'un de nouveau, ben il faut qu'on nous apporte quelque chose. Il faut qu'on mette quelque chose sur la table. On peut pas juste venir prendre de nos profits. Donc, pour l'instant, la Formule 1 n'a pas besoin d'une 11e écurie. Donc, c'est ce qu'il a mentionné. Il faut faire attention, garder les petits bémols. Ça peut être des tactiques de négociation, faire monter le prix, demander que les personnes qui présentent un dossier, parce que là, on est en période d'évaluation pour la FIA pour voir qui on pourrait considérer pour avoir une 11e place sur la grille. Donc, à ce moment-là, ça peut être une tactique de négociation de dire, bon, on n'a pas besoin de vous, faut vous nous présenter quelque chose. Fait que là, les équipes montent un peu la présentation, là, mettent ce qu'ils ont à proposer, le catalogue d'offres pour la Formule 1, de dire, prenez-nous, nous, on a ça à donner, tout ça. Ben là, à ce moment-là, ça peut être juste une tactique de négociation pour faire un peu augmenter les enchères. Et l'autre nouvelle qui est importante de savoir pour le week-end, c'est le nouveau format de qualification qui va être instauré en Hongrie. On voulait le mettre à Imola. On sait ce qui est arrivé du Grand Prix d'Imola. Il y a eu les inondations. On l'a cancellé. Donc là, ça va être la première fois qu'on va l'instaurer. Qu'est-ce qu'on fait avec ce format-là? C'est qu'on oblige en Q1 à prendre les gommes dures. En Q2, on oblige de rouler en gomme médium. Et pour la Q3, les 10 voitures qui réussissent à atteindre cette séance de qualification-là, donc la toute dernière, eh bien à ce moment-là, vous avez le droit de prendre les gommes tendres. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Oui, il y a une raison spectacle, mais il y a aussi une raison écologique. On veut réduire l'empreinte écologique de la Formule 1. Ça fait beaucoup de pneus à déplacer lors d'un week-end de F1. Donc, on dit qu'avec ça, on est capable de réduire le nombre de trains de pneus qui va être rendu disponible aux équipes. Donc, on essaye un peu de limiter les déplacements. Il y a aussi l'aspect spectacle, ça peut donner aussi des imprévus, savoir comment on va gérer les gommes dures, comment on va gérer les gommes médiums. C'est aussi commencer à construire des voitures qui vont être capables d'être performantes sur 3 types de gommes et non seulement sur des médiums et c'est des gommes tendres. Donc, ça va augmenter un peu de complexité, venir ajouter un peu pour le week-end. On a déjà vu aussi dans les séances d'essai libre un peu plus tôt, donc les équipes sont obligées de rouler sur tous les trains. Je pense que ça peut être une bonne nouvelle pour une écurie comme Mercedes. Je vous donne une idée. Les équipes vont être obligées de faire plusieurs tours en Q1 pour être capable d'aller chercher la température dans les pneus. Donc, ça va faire un peu jeu égal. On sait que Mercedes, quand on demande seulement un tour avec la gomme au maximum, avec une gomme neuve, puis d'être capable de performer sur un tour, l'écurie Mercedes a beaucoup de difficultés à aller chercher cette température-là dans leurs pneus. On l'a même vu au Grand Prix d'Angleterre, même avec des pneus plus frais et des pneus plus performants, on a eu de la misère à aller chercher cette température-là et d'être capable de dépasser les McLaren. Donc, pour eux autres, ça pourrait les aider de faire que toutes les écuries vont être appelés à faire plusieurs tours dans une séance Q1. On sera pas capable de se contenter seulement de un tour. On va être capable, on va vraiment être devoir aller chercher le maximum de la température, monter la gomme en température et être capable d'aller chercher le meilleur tour possible. Donc à ce moment-là, ça pourrait peut-être niveler un peu le jeu et faire jeu égal en Q3, en Q1, excusez-moi, pour Mercedes, Q2 pour Mercedes en médium. Mais après ça, en Q1, ça va quand même se jouer sur les gommes tendres qu'on va monter en température rapidement puis qu'on va essayer d'aller chercher le tour le plus rapide sur un tour lancé. Donc, à ce moment-là, ça va être intéressant de voir. C'est des nouvelles stratégies. Je lance ça en l'air un peu pour dire, Mercedes, ça peut peut-être venir l'aider, mais tu sais, on ne sait pas. Peut-être il y a la Williams aussi. Eux autres, depuis le début de la saison, ils n'ont pas de difficulté avec les pneus durs. Donc, est-ce que ça va vraiment venir leur donner quelque chose? On a les McLaren. On en parlait le dernier instant. Ils ont fait la preuve en Angleterre que eux autres, une gomme dure, sont capables de la rendre performante. Donc, ça va être intéressant, là, je vous dis, de voir toutes ces nouvelles stratégies-là. Moi, j'étais pas en faveur de cette idée-là, parce que j'aime mieux voir les voitures rouler sur le pneu le plus performant pendant la Q1, la Q2, la Q3. Sauf que les écuries se prêtent au jeu. On a l'air on a hâte de débuter ce type de formule-là et de voir ce que ça va nous procurer. Donc, je suis curieux de voir. Là. Je vais me prêter au jeu lors du week-end en Hongrie, donc ce week-end-ci en fin de semaine, et celui à Imola aussi, à Monza, en Italie. Ça va être intéressant de voir ça. Donc, c'est ce qui complète l'actualité pour aujourd'hui. Maintenant, passons au vendredi au Grand Prix de Hongrie, au
Hungaroring durant les 2 séances d'essai libre. Séance d'essai libre du vendredi en Hongrie en direct du Hungaroring. C'est pas un circuit que j'affectionne particulièrement. Pas parce qu'il n'est pas complexe, il n'est pas difficile, parce qu'on sait qu'il est très demandant sur les pilotes ainsi que sur les ingénieurs, les écuries qui doivent trouver les bons réglages pour être compétitifs. Mais c'est plutôt point de vue spectacle. Il nous a habitués dans les dernières saisons, les dimanches surtout, à avoir un spectacle un peu moins relevé. C'est surtout à cause du tracé qui est pas très, il ne donne pas vraiment place à des dépassements. C'est aussi un circuit qui n'est pas très permissif. Hein. On a vu, c'est Sergio Perez qui l'a appris ce matin à ses dépens. On sait, là, on en a discuté une couple de fois que Sergio Perez, il a un gros sac à dos. Puis présentement, à chaque destination où il va, il rajoute du poids à l'intérieur et il continue de traîner ce poids-là supplémentaire sur ses épaules à chaque nouvelle destination. C'est ce qu'il a fait le dernier week-end en Angleterre. Et bien là, il a commencé de la même façon en rajoutant du poids dans son sac à dos, en prenant sa RB19 et en allant la fracasser contre le mur dans la première séance de pratique. Non seulement c'est une catastrophe point de vue pour recueillir des données et trouver les bons réglages. On sait que Perez, c'est pas le plus rapide pour trouver les bons réglages lors d'un week-end. Donc, de se priver d'une première séance au complet pour ces données-là, bien, c'est un peu catastrophique. Il y a non seulement ce point-là, mais il y a aussi le point des améliorations que les écuries ont apportées pour le week-end. Qui en a apporté? Eh bien, Red Bull, comme ça on avait besoin de plus d'améliorations du côté de l'écurie autrichienne. On a Mercedes, qui est la deuxième écurie qui en a le plus, et AlphaTauri, qui est la troisième à avoir amené le plus d'améliorations pour le week-end. Comme je vous dis, à chaque épisode, vous pouvez avoir tous les détails de ces améliorations-là à chaque vendredi avant un week-end de course sur notre page Facebook F1 Podcast. Donc, si vous ne suivez pas déjà la page, allez vous y inscrire et n'oubliez pas surtout de mettre des petits j'aime sur nos publications. Eh bien, à ce moment-là, comme je vous dis, vous pouvez avoir les améliorations pour chaque voiture. Il y a aussi Aston Martin qui en a emporté pour le week-end. Il y a Haas qui a changé son plancher. Il y a McLaren qui a pas réussi à avoir le package à temps là, pour compléter ça. Donc, j'imagine qu'on va repousser ça en Belgique. Donc, pour revenir à notre ami Sergio Perez, non seulement il se prive de ces données-là importantes, mais il prive aussi l'écurie Red Bull de recueillir des données avec les nouvelles améliorations, les nouvelles mises à jour de la voiture. Et en plus, il prive son coéquipier Max Verstappen de recueillir ces données-là également. Ces données-là, ce qu'on veut, c'est tout de suite enregistrer ça dans notre banque, envoyer ça à l'usine en Angleterre et être capable de déjà travailler sur des simulations de course et être capable d'aller chercher les bonnes stratégies pour le dimanche. Donc, on veut ces nouvelles données-là. Donc, on a été privé de ça. Non seulement privé de ça à cause de son accident, mais aussi parce que le drapeau rouge, une fois qu'il a été conclu, qu'on a ramassé les débris de la voiture, la Red Bull numéro 11, eh bien, on n'était pas capable de renvoyer les voitures en piste, mais là, la pluie s'est mise de la partie. Donc, on n'a pas réussi à aller chercher ces données-là qu'on voulait tant recueillir dans le set. Donc là, vous allez me dire, c'est jeu égal pour toutes les écuries. Eh bien, vous avez parfaitement raison. C'est pareil pour tout le monde. Du côté de Red Bull, oui, on avait besoin de ces données-là à cause des améliorations, mais il y a aussi Mercedes, il y a aussi Aston Martin, sans conclure aussi que les écuries, même s'ils n'ont pas d'amélioration, on voulait aller chercher ces données-là. Donc, ça a été un peu jeu égal pour tout le monde, mais c'est venu ajouter un peu à l'impact chez Red Bull, donc de l'accident de Perez. En plus, Perez, en après-midi, il a remis ça quand c'est venu le temps de faire un tour rapide en pneus secs. Eh bien, il a bousillé son train de pneus. Donc, il n'a pas pu compléter un tour rapide dans la séance numéro 2. Donc, c'est vraiment une autre journée à oublier dans le cas de Sergio Perez. Pour le reste, dans la grille, là, ça a été changé un peu aujourd'hui avec la nouvelle formulation que je vous parlais plus tôt, que l'on oblige les voitures à prendre les pneus durs, les pneus médiums et les pneus tendres le samedi. On était un peu partout là, dans les séances. C'était dur de tirer des conclusions parce qu'on avait des voitures qui faisaient des pilotes qui faisaient un programme en gomme tendre, il y en a d'autres qui faisaient les programmes en gomme dure, il y en a qui faisaient nos programmes du dimanche, nos programmes du samedi. Donc à ce moment-là, c'était un peu partout dans la grille. C'est Charles Leclerc qui, lui, a réussi à faire le meilleur temps de la journée sur sa Ferrari. Il était suivi de Lando Norris, deuxième. C'est lui qui a eu le meilleur temps aussi. Là, à ce moment-là, après ça, on avait d'autres pilotes là, qui voulaient se joindre la partie avec des réglages différents. On a eu Yuki Tsunoda aussi qui a eu des bons résultats. On a eu Pierre Gasly avec sa Alpine. Donc Gasly, lui, qui a fait le 3e temps, Tsunoda 4e.
Ocon 5e, Hülkenberg 6e. Là, quand je vous dis qu'on est un peu partout, là, on prend pas ces résultats-là puis aller gager sa chemise pour la course de dimanche. Parce que Valtteri Bottas 7e, je pense pas que la journée de samedi d'être rechamboulé un peu cet ordre-là. Je pense qu'il y a des meilleures voitures que la Alfa Romeo pour ce week-end-là en Hongrie. Ensuite, Alonso 8e, Joe 9e, Sainz 10e, Verstappen 11e. Vous trompez pas, il n'y a pas un trop à côté de son nom. C'est vraiment 11e aujourd'hui quand je vous dis que tout le monde était partout. 12e, Lance Stroll. Alexander Albon 13e, Daniel Ricciardo 14e. Je regardais ses temps comparé à Tsunoda. C'est bon ce qu'il nous a offert aujourd'hui, Daniel Ricciardo. Il est en une coupe de 10e de son coéquipier. Donc ça, c'est ce qu'on demande normalement. Quand t'es pas dans la même, on veut toujours être en avant de son coéquipier, mais quand t'es capable d'être à quelques dixièmes de lui sur le même train de pneus, ben c'est intéressant. Ça veut dire que t'es dans la partie. T'es pas complètement dans le champ. Tu te tiens dans la même partie. Surtout quand ça fait 1 an que t'as pas piloté une Formule 1 et que t'as jamais piloté une AlphaTauri dans ta vie. Donc à ce moment-là, c'est quand même assez un bon résultat pour lui d'être 14e. 15e pour Magnussen, 16e pour Lewis Hamilton. Là, les Mercedes, je pense qu'on en a plus. Oui, le vendredi, on nous habitue à jouer la comédie. Puis normalement, le samedi, on prend vie. Mais là, on a quand même pas mal de rattrapage à faire. Là, on se tient 16e. Et puis, vous allez voir, là, Russell, c'est pas mieux. Là, c'est 20e. Il est bon dernier, George Russell. Donc, Perez, 18e. Je vous disais, catastrophe le matin, catastrophe l'après-midi. Piastri, 19e. Et lui, c'est ça. T'as son coéquipier qui est 2e, Norris, puis lui, 19e. Donc, quand je vous dis, là, on fait des tests un peu partout. Donc, la prochaine séance de Célib, celle de demain matin, va être importante de voir, peut-être être capable de tirer un peu plus de conclusions. Pour ce qui est des prédictions, je pense qu'on y va encore vers un Charles Leclerc contre Max Verstappen pour la tête. Puis après ça, ça risque d'être bien intéressant parce que je pense que de la 3e à aller à la 15e position, c'est ouvert un peu à tout le monde. On va avoir une compétition entre des écuries, beaucoup d'écuries qui vont vouloir s'inviter à la fête. Donc, ça risque d'être encore une fois un bon spectacle du samedi à ne pas manquer, à écouter. Ça risque de nous donner nous préparer pour, on espère, un bon Grand Prix un dimanche, que ça va nous réserver un bon spectacle. Donc, ça va être à voir demain beaucoup de compétition, je pense, entre les écuries de peloton. C'est ce qu'on veut voir. On a eu une guerre des améliorations au cours des dernières semaines. McLaren est de retour un peu dans cette party-là. Il y a Alpine qui veut rester dans la partie. On a Aston Martin qui a été un peu inactif des dernières courses. On nous promet, là, on dit que c'est la AMR 23 risque d'être bonne sur le Hungaroring, donc ça va être intéressant de voir ça. On a les Mercedes qui doivent prendre vie. Toto Wolff nous avait dit il y a quelques semaines que sa voiture était bonne dans des virages rapides. C'est le temps de le prouver. Alors, c'est ça qui va être à voir pour la journée de samedi. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir choisi F1 Podcast. Nous, on va se reparler lundi. Vous pouvez déjà préparer vos questions, nous les envoyer par l'entremise de notre page Facebook, Messenger, notre adresse courriel F1 Podcast en un mot en commercial, Gmail. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end de course et à lundi.